L'Iran a frappé des bases militaires américaines au Qatar et en Irak ce lundi en représailles aux bombardements américains du week-end. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à Moscou. Les Européens sont-ils en faveur d'une hausse des dépenses de défense ou du soutien à l'Ukraine? Un récent sondage prend le pouls de l'électorat. L'Europride 2025 a attiré des milliers de personnes à Lisbonne ce week-end. Les participants venus du monde entier dénoncent un recul généralisé des droits des personnes LGBTQ. L'Iran a lancé lundi en fin de journée des attaques contre des bases militaires américaines au Qatar et en Irak. La base qatari d'Al-Udeid a notamment été visée. Téhéran affirme que le nombre de missiles tirés correspond au nombre de bombes larguées par l'aviation américaine sur les sites nucléaires iraniens ce week-end. Si le Qatar aurait été prévenu par l'Iran de l'imminence de l'attaque pour éviter les pertes humaines, Doha dit se réserver le droit d'y répondre. Un peu plus tôt dans la journée, le Qatar avait suspendu son espace aérien par mesure de précaution. La base américaine d'Ain al-Assad en Irak a également été ciblée selon un responsable de la sécurité irakienne. Des troupes américaines y sont stationnées. Ces frappes iraniennes, qui n'ont pas fait de victimes, semblent indiquer que Téhéran avait pour intention de répondre symboliquement aux bombardements américains du week-end, tout en essayant d'éviter une escalade. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à Moscou ce lundi. Le ministre des Affaires étrangères aurait remis une lettre du guide suprême iranien à Vladimir Poutine. Objectif, assurer un soutien accru du Kremlin. Il a affirmé que ce rendez-vous devait permettre à l'Iran et la Russie de coordonner leurs positions sur la crise actuelle au Moyen-Orient. Lors de la visite, le président russe a assuré que la Russie essayerait d'aider le peuple iranien, mettant en avant des relations à long terme, bonnes et fiables entre Moscou et Téhéran. Jusqu'à présent, le président russe avait seulement appelé au calme, ajoutant que la Russie était prête à jouer un rôle de médiateur sur la question nucléaire. Les électeurs européens sont en faveur d'une hausse des dépenses de défense. C'est ce que révèle une nouvelle étude du Conseil européen pour les relations internationales menée dans 12 pays membres. La nouvelle tombe à pic pour les dirigeants puisque l'augmentation du budget de la défense à hauteur de 5% du PIB des États sera au cœur des discussions au sommet de l'OTAN. La popularité d'une telle mesure était la plus forte en Pologne et au Danemark. A l'inverse, l'Italie est le seul pays où la majorité des personnes interrogées y sont opposées. Across Europe, there is a lot of appetite for European countries to spend more on defense and to do some very concrete steps, such as reintroduction of a mandatory military service or development of either a national or a European alternative to the US nuclear deterrent. Face à la menace d'un désengagement américain agité par Donald Trump, les Européens sont divisés sur la capacité de l'UE à assurer seule sa défense. Les plus pessimistes sont les Italiens. Seuls 34% estiment que l'UE pourrait se défendre seule en l'absence de Washington d'ici 5 ans. A l'inverse, les Danois et les Portugais sont les plus optimistes. 50% des Portugais et 52% des Danois pensent que l'UE en serait capable. Even if Europeans have no illusions about Donald Trump, are usually negative about him, and see in their majority America as being a broken political system, it looks that European citizens do not yet believe that European Union will really be able to become completely autonomous from America. Par ailleurs, la plupart des Européens soutiennent l'appui militaire de l'UE à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie.
Les flux migratoires en provenance de Libye vers la Grèce via Gavdos et la Crète continuent d'augmenter. Depuis plusieurs semaines, les gardes-côtes grecs, épaulés par Frontex, secourent chaque jour des centaines de migrants. Le week-end dernier, plus de 700 personnes ont été retrouvées à bord de bateaux de fortune. Face à la pression migratoire, le Premier ministre grec a décidé de déployer des navires de guerre dans les eaux territoriales proches de la Libye. L'objectif, freiner, voire stopper totalement les arrivées depuis cette nouvelle route maritime. Mais Athènes refuse de gérer seule cette crise. Le gouvernement grec affirme qu'il s'agit d'un défi européen et non seulement national. Le chef du gouvernement entend soulever la question en urgence lors du prochain sommet de l'Union européenne. Il appelle les 27 à une réponse commune, coordonnée et rapide face à ces flux en constante augmentation. L'île de Chios en Grèce en état d'urgence en raison des incendies qui font toujours rage depuis ce week-end. Ce lundi, 190 pompiers, 11 unités forestières et 38 véhicules étaient déjà à pied d'œuvre. Les autorités grecques ont décidé de doubler les effectifs dans les prochaines heures. En ce qui concerne les moyens aériens, 13 hélicoptères et 4 Canadair ont effectué des rotations au cours de la journée. Les conditions météorologiques ne sont pas propices à l'accalmie. La propagation des incendies se poursuit du fait de vents violents. L'incendie a également créé des problèmes dans le réseau d'approvisionnement en eau de l'île qui a commencé à être progressivement rétabli ce lundi après-midi. Parallèlement à la partie opérationnelle de l'extinction, des enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances dans lesquelles les multiples fronts se sont produits dans des parties éloignées de la ville de Chios elle-même. L'état d'urgence durera initialement 1 mois afin de faciliter les procédures de restauration des dommages et de soutenir les zones touchées. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce week-end à Lisbonne pour le défilé de clôture de l'Europride 2025. C'est la première fois que cette célébration annuelle des droits des personnes LGBTQ a lieu au Portugal. Les participants ont défilé sur la célèbre Avenida da Liberdade pour célébrer la tolérance et défendre la communauté LGBTQ face à l'essor des forces conservatrices en Europe et au-delà. Und in letzter Zeit, vor allen Dingen auch in Deutschland, müssen wir leider beobachten, dass es wieder Rückschläge gibt, massive Rückschläge, dass wir immer wieder überfallen, attackiert werden und unsere Rechte wieder eingeschränkt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute auch noch oder gerade heute wieder auf die Straße gehen und aufmerksam machen auf dieses Unrecht. A gente tem voz, as nossas vozes são mais altas do que as vozes de pessoa ignorante, de pessoa que usa ódio como ferramenta para poder. As nossas vozes são mais importantes, que é uma voz do amor, é uma voz da acceptance e temos que continuar a gritar mais forte que a extrema-direita. Le manifeste de l'événement rappelle que la marche des fiertés a été récemment interdite en Hongrie. Un député hongrois était présent au défilé pour attirer l'attention sur la répression menée par le gouvernement de Viktor Orban. No matter what our government says, no matter what the police say, we are going to be there a week from now in Budapest, and there will be more than 200 politicians joining us, more than 70 MEPs, more than 60 MPs. The mayor of Amsterdam is coming to Budapest, so it's going to be a very big international presence a week from now in Budapest, and I urge everyone to come and join us for Budapest Pride, because it's very important at a time of oppression to stand up and fight for our freedoms. L'interdiction de la marche des fiertés a suscité un tollé en Hongrie et dans de nombreux pays européens. Tenant tête à Viktor Orban, le maire écologiste de Budapest a décidé de maintenir le rassemblement ce samedi. Au musée Frédéric Chopin de Varsovie, le romantisme du XIXe siècle reprend vie. L'exposition La vie romantique Chopin-Schaeffer-Delacroix-Sand nous plonge dans l'univers du célèbre pianiste et de ses proches. Tous ont vécu dans le même quartier parisien, la Nouvelle Athènes. L'exposition est divisée en 4 parties. Première section, l'atelier d'Ary Scheffer. Ary Scheffer welcomed many artists in his studio, many painters, many writers and musicians. Frédéric Chopin played piano in the studio of Ary Scheffer.
La deuxième partie de l'exposition est consacrée au thème romantique. Chcieliśmy pokazać, że są pewne tematy w sztuce romantyzmu, w muzyce, w literaturze, w sztukach plastycznych, które są wspólne dla wszystkich. I sercem tematów romantycznych jest również ballada, którą odnajdziemy zarówno w literaturze, w malarstwie, ale oczywiście w muzyce. I tam zobaczycie Państwo autograf ballady Fryderyka Chopina. Autre étape, le cercle social avec Chopin et George Sand. Leur relation complexe est mise en lumière. Dwie wielkie postacie, dwie osobowości, wspólne życie w Paryżu i w Nyon, ale byli oni przecież otoczeni przez innych. Do grona ich bardzo bliskich przyjaciół należał Eugeniusz Delacroix. La suite de l'exposition s'intitule Souvenir. Zostały stworzone po to, aby pamiętać o swoich przyjaciołach, o swoich bliskich, o to, żeby śmierć przemijające życie nam ich nie odebrało. Dernière partie de l'exposition, les petites sculptures apparues après l'époque de Chopin. Pokazują taki świat estetyczny, świat sztuki, który podobał się ludziom, który był dostępny, którą chcieli zbierać. Tak niezwykłe nagromadzenie wręcz symbolicznych obiektów i złożenie ich w różnego rodzaju narracje, to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie i wielka przygoda. L'exposition se tiendra jusqu'au 31 octobre à Varsovie.